la chose la plus chère de l'univers, ouais, génial, s'appelle l'antimatière. Son existence a été théorisée pour la première fois en 1930, quand l'électron a été découvert. Des scientifiques se sont alors dit que son contraire devait également exister. Et ils ont appelé cette particule hypothétique le positron. Plus tard, on prouva l'existence des antipodes d'autres particules élémentaires, les protons et les neutrons. Les poltrons sont arrivés un peu plus tard. Lorsqu'une particule et son jumeau maléfique entrent en collision, ils disparaissent, libérant des tonnes d'énergie, 10 000 fois plus que ce que le fait une réaction nucléaire. Mais il y a un hic. Il faut environ 100 milliards d'années pour créer seulement 1 gramme d'antimatière, et on ne peut la créer qu'en utilisant le gros collisionneur de hadrons. C'est pourquoi 1 gramme de cette substance coûte environ 62 billions de dollars, et nous ne sommes pas encore prêts d'en obtenir autant. Au cours de toute l'histoire de l'observation spatiale, seuls 2 objets provenant d'un autre système stellaire, ou peut-être même d'une autre galaxie, sont entrés dans notre système solaire. Le premier était l'astéroïde Oumuamua, découvert en 2017. Le second était Borisov, une comète découverte en août 2019. Le nuage de poussière qui l'entoure permet aux scientifiques d'en savoir plus sur les substances qui pourraient nous venir d'une autre galaxie. Une étoile peu ordinaire en forme de goutte d'eau a été découverte. Elle possède presque 2 fois la masse du Soleil et ressemble à une grosse goutte de lave, à cause de l'étoile naine qui se trouve près d'elle. Cette petite voisine attire son énergie et déforme sa surface. Les trous noirs peuvent aussi faire cela. À quelques 215 millions d'années-lumière de nous, une étoile a été spaghettifiée par la gravité d'un trou noir situé à proximité. Les astronomes sur Terre ont dû utiliser des dizaines de télescopes pour enregistrer l'événement. Ce qu'ils ont vu, c'est un trou noir engloutissant une étoile en l'étirant jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'un mince rayon de matière. Pendant qu'il mangeait, le trou éjectait des milliards de tonnes de matière stellaire dans l'espace. Mais à environ 250 millions d'années-lumière de chez nous, a eu lieu un événement miraculeux. En 2020, une géante rouge s'est approchée de trop près d'un trou noir massif, 400 000 fois plus lourd que le Soleil, et s'est retrouvée prise dans son champ gravitationnel. Normalement, cela signifie qu'il n'y a pas d'échappatoire. Une fois qu'un trou noir a attrapé quelque chose, il ne le lâchera plus. Mais dans le cas qui nous occupe, l'étoile a réussi à s'échapper. Ses couches externes ont été en grande partie englouties par la bête noire affamée, ne lui laissant que son noyau en fusion, une naine blanche. Mais profitant de cette perte de masse, elle s'est arrachée à l'attraction du trou noir et a commencé à tourner autour de lui sur une orbite croissante. Les scientifiques sont cependant certains que cette naine blanche sera prisonnière à jamais du trou noir car celui-ci continue de grignoter sa surface, bien qu'elle s'éloigne toujours plus. À la fin, l'étoile se refroidira et deviendra une planète semblable à Jupiter. Mais cela ne se produira peut-être que dans 1 trillion d'années. Moi, je ne serai plus là. Soit dans un temps dépassant largement celui parcouru par l'univers jusqu'à présent. Il a été prouvé qu'une planète peut orbiter autour d'un trou noir comme elle le ferait autour d'une étoile. L'énergie du trou alimenterait alors cette planète. Mais pour survivre dans de telles conditions et ne pas être aspirée dans l'horizon des événements, la planète devra orbiter très rapidement, à une vitesse proche de celle de la lumière, et le trou noir lui-même devra tourner à la même vitesse. Je ne peux qu'imaginer le genre de vie qu'on mènerait sur une telle planète. Rapide ? Les tremblements de terre sur la Lune, ou devrais-je dire les tremblements de Lune, ne relèvent pas de la science-fiction. Ils ne se produisent pas aussi souvent que sur notre planète, et quand ils se produisent, ils le font plus près du centre de notre satellite. Les scientifiques pensent que les tremblements de Lune pourraient être causés par la gravité de la Terre et du Soleil. Il y a aussi des tremblements de Mars. Pendant longtemps, la planète rouge a été considérée comme tectoniquement inactive. Mais des observations plus récentes ont montré qu'il s'y produit bien quelques séismes de faible intensité de temps en temps. Tu ne pourrais probablement pas les ressentir si tu te trouvais à la surface de Mars, mais cela signifie que, sous ces paysages rouges et poussiéreux, des événements géologiques continuent d'avoir lieu. À une distance de 640 années-lumière du Soleil, des scientifiques ont découvert la planète WASP-76b, où il pleut du fer. Cette planète est très proche de son Soleil et a toujours son même côté tourné vers lui. On parle alors de verrouillage gravitationnel. La température du côté ensoleillé est si élevée que les métaux y fondent et s'y évaporent. L'autre moitié de la planète est assez froide pour que les métaux se condensent à nouveau et y tombent sous forme de pluie. Et puisqu'on parle de verrouillage gravitationnel, c'est aussi la situation de la Lune. Notre satellite n'a pas vraiment un côté sombre, il est simplement toujours tourné vers nous d'un même côté. Lorsque la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil, ce que nous considérons comme la face sombre s'illumine. Mais nous ne pouvons juste pas la voir de notre planète. Et voilà. Il s'avère qu'il y a beaucoup de planètes dans l'univers et même dans la Voie lactée sur lesquelles se trouve de l'eau liquide ou gelée. La plus proche fait même partie de notre système solaire, c'est Europe, l'une des lunes de Jupiter. Les scientifiques sont presque sûrs que, sous sa surface gelée, se trouve un véritable océan.
Mais il est encore trop tôt pour espérer trouver de la vie sur ces planètes. L'eau liquide n'est qu'une des nombreuses choses qui doivent être présentées pour que la vie commence à se développer. En fait, il y a un endroit à des millions d'années-lumière où l'on trouve un nuage spatial entièrement constitué d'eau. Il y en a tellement qu'on pourrait remplir nos océans 140 billions de fois avec. Un peu plus que ce dont nous avons besoin. L'eau sur Terre est en fait un puzzle enveloppé de mystères. La théorie la plus populaire est qu'elle a été apportée sur notre planète par des comètes et des astéroïdes glacés qui ont laissé derrière eux non seulement d'importants cratères, mais aussi la substance liquide grâce à laquelle nous avons eu la possibilité d'exister. Mais dans l'espace, il y a beaucoup de matière organique et dans certaines conditions, elle pourrait donner tellement d'eau que cela suffirait à remplir 1000 fois nos océans. Les chercheurs ont réalisé une expérience dans laquelle ils ont chauffé cette matière organique et obtenu de l'eau claire et du pétrole. Si cela est confirmé par des études ultérieures, ça pourrait signifier que le pétrole lui-même est apparu sur Terre non seulement grâce aux restes fossilisés d'êtres vivants, mais qu'il provient aussi en partie de l'espace. Et pourtant, il pourrait y avoir environ 6 milliards de planètes semblables à la Terre dans la seule Voie lactée. Des données récentes ont montré qu'une étoile semblable au Soleil sur 5 pourrait avoir au moins une planète dans sa zone habitable. Mais il ne peut pas s'agir de n'importe quelle planète. Il lui faut un noyau et une surface faite de roches, et sa taille doit être proche de celle de la Terre. Située dans la zone habitable de son étoile, une telle planète aurait de grandes chances de voir des créatures vivantes se développer à sa surface, tout au moins des microbes. Et s'il y a des milliards de ces planètes dans notre galaxie, on peut dire sans risque qu'au moins d'une d'entre elles est non seulement habitable, mais déjà habitée. Et maintenant, multiplie cela par le nombre de galaxies dans l'univers, en considérant aussi que beaucoup d'entre elles sont bien plus grandes que la Voie lactée. Cela nous donne des milliards et des milliards d'étoiles semblables au Soleil et de planètes semblables à la Terre. Certaines d'entre elles doivent même être très proches de notre machine ronde. Jusqu'à récemment, nous pensions que notre galaxie ressemblait à une spirale circulaire. Mais des recherches récentes ont montré qu'elle ressemblait davantage à une chips Pringles. Des scientifiques ont mesuré les distances entre le Soleil et les autres étoiles et ont créé une carte en 3 dimensions de la Voie lactée à partir de ces données. Il s'est avéré que notre galaxie est légèrement incurvée sur les bords et qu'elle a une forme en S. Et écoute ça! Si nous nous tenons debout, c'est peut-être à cause des explosions de supernovas. Il y a environ 2,5 millions d'années, une supernova a été projetée des rayons cosmiques sur notre planète. Ils ont déclenché une série de tempêtes électriques dans l'atmosphère terrestre, qui se sont ensuite transformées en orages. Ceux-ci ont à leur tour provoqué des incendies de forêt dans le nord-est de l'Afrique où vivaient nos ancêtres. Ces incendies ont transformé la zone forestière en savane, la pression atmosphérique a changé et nos ancêtres ont dû se tenir sur 2 jambes pour survivre. La plus grande explosion depuis le Big Bang a été enregistrée en 2019. Elle s'est produite dans l'amas d'Ophiuchus, qui réunit des milliers de galaxies. Selon les scientifiques, ce serait comme de déclencher 20 milliards de milliards, soit 18 zéros, de mégatonnes d'explosion de TNT tous les millièmes de seconde pendant 240 millions d'années. Je n'ai pas fait le calcul moi-même, je n'ai jamais été très bon en maths. Tu te souviens de l'astéroïde qui a anéanti les dinosaures sur notre planète? Qui pourrait l'oublier? Il est possible qu'un autre spectacle cosmique se soit mal terminé pour au moins 75% de la vie sur Terre dans le passé. Il y a environ 360 millions d'années, une explosion de supernova s'est produite à environ 65 années-lumière de nous. Et les rayons cosmiques envoyés par celle-ci ont balayé la couche d'ozone de notre jolie boule bleue. Si elle avait été plus proche, toute la vie aurait pu facilement disparaître. En ce moment, la plus grande menace pour nous vient de Betelgeuse. Pas le film. Une étoile géante à environ 600 années-lumière de nous. Si elle se transforme en supernova, nous la verrons à l'œil nu, même pendant la journée. Les éclipses solaires sont des tours de magie cosmique au cours desquelles la Lune avale le Soleil. Sauf qu'il ne s'agit pas de magie, mais de science. Essayons de savoir comment tout ça fonctionne et comment on peut observer ce phénomène fascinant. Tout commence au moment où la Lune, le Soleil et la Terre s'alignent avec la Lune directement entre nous et notre étoile. Cet alignement est possible parce que l'orbite de la Lune autour de la Terre est légèrement inclinée par rapport à celui de la Terre autour du Soleil. Les éclipses solaires ne se produisent qu'avec les nouvelles lunes, quand la Lune est la plus proche de la Terre sur son orbite. Ainsi, lorsque l'alignement est parfait, l'ombre de la Lune est projetée sur la Terre, ce qui empêche la lumière du Soleil de nous atteindre. Imagine-toi dans une pièce où il y a un interrupteur géant, mais au lieu d'éteindre la lumière, tu la caches simplement avec une grosse lune. Voilà ce qu'on appelle une éclipse solaire. Elles ne sont pas régulières et ne se produisent que quelques fois par an. Plusieurs facteurs déterminent leur fréquence. Par exemple, l'alignement de la Lune, du Soleil et de la Terre,
et la position de notre satellite autour de la Terre. Il existe 3 types d'éclipses solaires, totale, partielle et annulaire. Une éclipse solaire totale se produit lorsque la Lune recouvre complètement le disque du Soleil et que le ciel devient sombre comme s'il faisait nuit. Cette phase peut durer de quelques minutes à un peu plus d'1 heure, selon la distance entre la Lune et la Terre au moment de l'éclipse. Une éclipse solaire totale ne peut être visible qu'à partir d'une région spécifique de la Terre appelée le chemin de la totalité. Ce chemin est généralement une étroite bande de terre ou de mer. Et s'il se trouve que tu es au bon endroit, tu pourras profiter de cette vue magnifique. Malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'assister à une éclipse solaire totale. Parfois, la Lune ne recouvre qu'une partie du Soleil. Dans ce cas, tu verras un Soleil en forme de croissant au lieu d'un Soleil complètement avalé. C'est ce qu'on appelle une éclipse solaire partielle. Et si tu n'as vraiment pas de chance, il se peut que la Lune soit trop éloignée de la Terre pour recouvrir complètement le Soleil. Dans ce cas, tu verras un anneau lumineux autour de la Lune. C'est ce qu'on appelle une éclipse solaire annulaire. Les éclipses solaires font partie des phénomènes célestes les plus spectaculaires que l'on puisse observer. Les hommes les ont admirées et étudiées tout au long de l'histoire, et elles ont joué un rôle important dans notre compréhension du Soleil, de la Lune et de la Terre. Nous les avons utilisées pour mesurer la taille et la distance de la Lune et du Soleil, pour étudier l'atmosphère solaire et pour tester la théorie de la relativité générale d'Einstein. Les éclipses solaires ont toujours été importantes pour les humains et ils les ont associées à différents mythes et superstitions. Certaines cultures y voyaient un présage funeste ou un moyen de communication entre les dieux et les hommes. D'autres pensaient qu'on pouvait y lire l'avenir ou faire fuir les mauvais esprits grâce à elles. Ces croyances nous montrent l'importance que les gens accordaient aux éclipses solaires. Il y a eu de nombreuses éclipses solaires mémorables au cours des siècles, chacune avec une histoire et une signification particulière. En voici quelques exemples parmi les plus mystérieuses, les plus cool ou les plus célèbres. L'éclipse de Thalès est l'une des éclipses solaires les plus célèbres de l'histoire. Elle se serait produite en l'an 585 avant notre ère, et aurait été prédite par le philosophe grec Thalès de Milet. Selon la légende, Thalès aurait prédit l'éclipse en observant les cycles de la Lune et sa prédiction aurait étonné et effrayé les gens de l'époque. L'éclipse de Ptolémée est une éclipse solaire totale qui se serait produite en l'an 150 de notre ère. Elle est célèbre parce qu'elle est mentionnée dans les écrits de l'astronome grec Ptolémée. Il s'est servi de ses observations des cycles de la Lune pour faire sa prédiction, qui a, elle aussi, grandement étonné ses concitoyens. L'éclipse du siècle est une éclipse solaire totale qui s'est produite le 11 juillet 1991. Elle fut visible depuis une grande partie de l'Amérique du Sud. Il s'agit de la plus longue éclipse solaire totale du XXe siècle. Elle a duré plus de 6 minutes et demie. L'éclipse des Pyramides est une éclipse solaire totale qui s'est produite le 20 mars 2015 et qui fut visible depuis une partie de l'Europe, de l'Afrique et du Moyen-Orient. Elle est devenue célèbre car elle est passée directement au-dessus des antiques pyramides de Gizeh en Égypte, offrant une occasion unique aux scientifiques et aux touristes d'étudier l'éclipse depuis ce lieu historique. Et bien sûr, la grande éclipse américaine de 2017. Il s'agit d'une éclipse solaire totale, visible depuis une grande partie des États-Unis, d'une côte à l'autre. Ce fut la première éclipse totale visible depuis les États-Unis contigus en près de 40 ans, et elle a attiré des millions de spectateurs et presque tous les médias. Étant donné qu'il s'agit d'un phénomène rare, personne ne souhaite le rater. Par chance, nous disposons d'un calendrier des éclipses solaires qui doivent se produire au cours des prochaines années. La grande éclipse nord-américaine de 2023 devrait être visible depuis une grande partie de l'Amérique du Nord, du Nord-Ouest Pacifique à la région des Grands Lacs. Il s'agit de la première éclipse totale visible aux États-Unis depuis la grande éclipse américaine de 2017. L'éclipse des Andes de 2024. Celle-ci devrait être visible depuis certaines parties de l'Amérique du Sud, notamment le Chili et l'Argentine. Il s'agira de la première éclipse totale visible en Amérique du Sud depuis l'éclipse du siècle de 1991. L'éclipse de l'Antarctique de 2025. Elle sera visible depuis la partie arctique de notre planète, notamment dans certaines régions du Canada et du Groenland. Ce sera la première éclipse totale visible en Antarctique depuis près d'un siècle.
et l'éclipse du Pacifique de 2026. Cette éclipse sera visible depuis une partie de l'océan Pacifique, notamment en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis. Il convient de noter que le moment exact et la visibilité de ces éclipses changeront à mesure que nous préciserons nos prédictions. En outre, d'autres éclipses solaires pourraient se produire dans les années à venir. N'oublie pas d'aller jeter un œil sur Internet. Mais une question demeure. Comment les observer? Eh bien, il faut faire très attention. Voici quelques conseils. Protège bien tes yeux. Ne regarde jamais directement le soleil, même pendant une éclipse. Ta vue risquerait d'en souffrir. Pour observer une éclipse solaire en toute sécurité, il faut utiliser des lunettes d'éclipse certifiées ou un projecteur à sténopée. Ces dispositifs te permettent de regarder l'éclipse sans fixer directement le soleil. Et ils protégeront tes yeux de ces dangereux rayons. Trouve un bon endroit pour observer l'éclipse. Pour profiter au mieux d'une éclipse solaire, il faut se trouver dans un lieu situé sur sa trajectoire et où le ciel est suffisamment dégagé. Utilise un appareil photo ou un télescope. Si tu as un appareil photo ou un télescope doté d'un filtre solaire, tu peux l'utiliser pour prendre des photos ou observer l'éclipse. Veille seulement à bien préparer tes yeux et ton instrument. Informe-toi. Il est important de bien se renseigner sur ces phénomènes, notamment sur leur moment exact, leur trajectoire et le type d'éclipse dont il s'agit. Cela t'aidera à te préparer. Tu pourras ainsi disposer de l'équipement nécessaire et prendre toutes les précautions requises. Et voilà, plutôt simple, pas vrai? Si tu suis ces conseils, tu pourras assister aux éclipses solaires en toute sécurité et de manière responsable. Et si tu as l'occasion d'en voir une un jour, n'oublie pas de prendre des photos et de les partager avec tes amis. C'est une expérience unique dont tu te souviendras longtemps. Nous voyageons dans l'espace à la vitesse de la lumière. Le trajet de la Terre au Soleil à cette vitesse ne prendra que 8 minutes. Mais il nous faudra environ 35 ans pour atteindre notre destination. Ce qui est, soit dit en passant, encore très rapide. En comparaison, une fusée classique mettrait environ 600 000 ans pour faire le trajet. Et nous voilà arrivés. C'est un système stellaire étrangement très similaire au nôtre. Et nos scientifiques soupçonnent que la vie pourrait exister ici, tout comme sur Terre. Une naine rouge, qui fait 30% de la taille et du poids du Soleil, se trouve au cœur de ce système stellaire. Mais ce sont les planètes en orbite autour de l'étoile qui nous intéressent ici. La première d'entre elles est L9859b. Sa taille la situe quelque part entre la Terre et Mars, mais elle est très légère. Elle fait seulement la moitié de la masse de Vénus. Toutefois, la vie est impossible sur cette planète rocheuse. Elle est trop proche de l'étoile et elle est si chaude que tu brûlerais ton gâteau si tu essayais de le faire cuire à sa surface. Elle fait environ 100 degrés de plus que la température maximale de ton four. Cette planète fait un tour complet autour de son étoile en seulement 2 jours, contre 365 pour la Terre. Et elle reçoit 22 fois plus d'énergie de son Soleil que nous en recevons d'une autre. Il n'y fait donc pas seulement chaud, il y a aussi énormément de radiations dangereuses. La planète suivante se trouve à 4,6 millions de kilomètres de son étoile hôte. C'est 13 fois plus proche que Mercure ne l'est du Soleil. Et elle accomplit une révolution complète autour de son étoile en 3,7 jours. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette planète est 30% plus grosse que la Terre et 2 fois plus lourde. Elle appartient donc à la classe des planètes dites super-Terre. Ces planètes peuvent être riches en glace d'eau, en méthane et en hydrogène. Ce sont certains des éléments nécessaires à la vie. De nombreux scientifiques pensent que c'est sur de telles planètes que des civilisations extraterrestres pourraient vivre. Mais en raison de son grand poids, cette planète a une grande force gravitationnelle. Il se peut donc que ces civilisations soient dans l'impossibilité de s'envoler dans l'espace, car il est plus difficile d'échapper à la force d'une super-Terre. Cependant, son environnement n'est pas propice à la vie, car elle est encore trop proche de son étoile hôte. Tout comme dans notre système solaire, les 2 planètes les plus proches sont trop chaudes, mais la 3e planète semble plus prometteuse. L9859d. Elle est presque 2 fois plus lourde que la Terre et 50% plus grosse. Les scientifiques ont calculé qu'environ 1/3 de sa masse pourrait être composée d'eau. À titre de comparaison, l'eau sur Terre ne représente que 0,02% de sa masse totale. La présence d'eau est la principale condition pour que la vie apparaisse quelque part, mais nous ignorons où cette eau se trouve. Il se peut qu'elle soit à la surface, mais les températures élevées peuvent transformer les grands océans en de gigantesques nuages de vapeur. L'eau pourrait aussi se trouver en dessous de la surface, dans les couches souterraines. Nous ne pouvons pas encore le savoir avec certitude. Passons donc à la planète suivante de ce système stellaire.
Cette planète récemment découverte fait partie de la classe des Super-Vénus, L9859e. C'est une planète rocheuse qui fait 3 fois la taille de la Terre. La classe Super-Vénus signifie que la planète est assez lourde pour avoir une atmosphère. Mais les conditions qui y règnent ressemblent à celles que l'on trouverait dans une serre. Différents gaz y remplissent l'atmosphère. Les rayons solaires traversent ces gaz jusqu'à la surface de la planète, où ils se reflètent et repartent vers le haut. Mais la densité des différents gaz ne les laisse plus quitter l'atmosphère. La planète devient donc de plus en plus chaude. C'est l'effet de serre que nous essayons si fort d'éviter sur Terre. En plus de cela, le vent stellaire entraîne la vapeur d'eau et d'autres éléments des couches supérieures de l'atmosphère dans l'espace. La vie ne peut pas exister sur une telle planète, et elle ne pourrait jamais y apparaître. Tout comme sur Vénus, la sœur jumelle de la Terre. Jusqu'à présent, toutes les planètes que nous avons examinées sont en dehors de la zone habitable de l'étoile hôte. Cette zone se trouve à une distance parfaite de l'étoile, pas trop près pour que la planète ne soit pas trop chaude et que l'eau ne s'évapore pas instantanément, et pas trop loin pour que la planète ne ressemble pas à un désert glacial. Les planètes B, C, D et E sont trop proches de l'étoile hôte. Mais il y a une autre planète hypothétique dans ce système stellaire située juste dans cette zone. Cette potentielle super-Terre serait 2,5 fois plus lourde que notre planète à nous. Nous avons donc l'espoir qu'il s'agisse d'un monde rocheux, tout comme les autres planètes de ce système stellaire. Le poids de la planète F est suffisant pour qu'elle possède une atmosphère dense, et la température à sa surface devrait permettre la présence d'eau sous forme liquide. La planète fait un tour complet autour de son étoile hôte en 23 jours, ce qui signifie littéralement que c'est le nouvel an toutes les 3 semaines. Il est cependant peu probable qu'il y ait là-bas une civilisation qui le célèbre. En effet, l'existence même de cette planète est très incertaine, et nous n'en avons pas encore eu de preuves directes. Toutes les autres planètes ont été découvertes par la méthode du transit. C'est lorsque nous pointons nos télescopes directement sur une étoile et que nous observons ces changements de luminosité. Lorsqu'il y a une légère baisse de la luminosité de l'étoile, c'est qu'une planète est passée entre nous et celle-ci, comme ce point-ci. Nous disposons alors d'un court laps de temps pendant lequel la planète se trouve devant l'étoile pour déterminer sa taille et sa vitesse. Il nous arrive parfois d'observer de tels transits de Mercure et de Vénus sur le disque solaire. Et il y a au moins 29 planètes potentiellement habitables dans l'espace lointain qui pourraient observer notre Terre de la même façon. Environ 1715 étoiles, dans un rayon de quelques centaines d'années-lumière, sont parfaitement situées pour cela. Chaque étoile a des planètes autour d'elle, mais seules 29 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable. Il pourrait donc vraiment y avoir de la vie et une civilisation extraterrestre intelligente là-bas. Si c'est le cas, ils pourraient pointer leur télescope vers le Soleil et voir un petit point traverser son disque. Et cela pourrait faire 5000 ans au moins qu'ils font ces observations. Ils pourraient donc savoir comment notre civilisation est née et comment nous avons évolué. De plus, ces planètes sont suffisamment proches pour capter nos signaux radio et même nos émissions de télévision. Mais cela fonctionne dans les deux sens. Les signaux radio voyagent dans l'espace à la vitesse de la lumière. Nous maîtrisons cette technologie depuis environ 100 ans. Donc, s'il y a vraiment une civilisation quelque part dans l'espace, nous capterions aussi leur signal. Mais jusqu'à présent, cela ne s'est pas produit. Nous n'avons donc aucune preuve de l'existence de la vie sur ces planètes. La découverte d'un système stellaire comme L9859 est très importante pour nous, car nous sommes toujours à la recherche de vie en dehors de notre système solaire. Et les planètes de classe super-Terre sont encore mieux adaptées à l'origine de la vie que la planète Terre elle-même. De telles planètes sont parfois appelées super-habitables. Certains scientifiques pensent donc que la Terre est un bon endroit pour la vie, mais pas le meilleur. Une planète super habitable devrait être 30% plus grande que la Terre et 2 fois plus lourde. En raison de cela, sa gravité serait supérieure, son atmosphère plus dense et sa concentration d'oxygène plus élevée. Ainsi, sa température atteindrait une moyenne idéale de 25 degrés Celsius. La végétation pourrait s'y développer. De plus, une gravité plus forte rendrait la surface de la planète plus plane. Il pourrait donc y avoir plus d'océans que sur Terre, et la vie aquatique y serait beaucoup plus diversifiée. L'étoile hôte joue aussi un rôle très important. Elle doit être plus petite que le Soleil. Plus l'étoile est grosse, plus elle brûle de son combustible. Cela signifie que la durée de vie d'une grosse étoile est relativement courte. Par exemple, la durée de vie du Soleil est d'environ 10 milliards d'années, mais une naine rouge peut vivre jusqu'à 30 milliards d'années. Plus de temps, plus d'opportunités pour que la vie apparaisse et évolue. Jusqu'à présent, les scientifiques ont découvert 24 de ces planètes. Mais cela ne signifie toujours pas qu'il y a vraiment de la vie à leur surface.
Mais certains savants pensent qu'il y aurait déjà au moins 36 civilisations avancées dans notre galaxie, en plus de celle de la Terre. Ils ont cherché des mondes similaires sur la carte des étoiles. D'abord, nous trouvons des étoiles qui ressemblent au Soleil parmi environ 100 milliards d'étoiles dans toute la galaxie. Ensuite, nous choisissons parmi elles celles qui sont riches en fer. De telles étoiles brûlent à la température parfaite et aident les planètes qui les entourent à acquérir un noyau ferreux et à devenir semblables à la Terre. Maintenant, nous choisissons des étoiles relativement jeunes parmi elles, parce que lorsqu'elles vieillissent, elles se dilatent et absorbent les planètes qui les entourent, ou elles les brûlent tout simplement. Une dernière chose, trouvons dans ce groupe les planètes qui se situent dans la zone habitable de l'étoile. Et voilà, 36 mondes sont peut-être habités par une civilisation inconnue. Mais nous n'en serons sûrs que lorsque nous entrerons en contact avec eux.